La cuisine sentait la cannelle et le rôti. Dans la salle à manger, mon père a dit quelque chose assez fort pour que tout le monde l'entende. Mon condo serait un cadeau de Noël pour la famille de ma sœur. Une vraie maison pour les petits-enfants, à partir du nouvel an. Personne ne m'avait demandé mon avis. Cet endroit m'appartient. J'ai payé chaque centime, par moi-même. Et je suis restée là, torchon à la main, et j'ai applaudi. Puis j'ai fait la seule chose à laquelle personne ne s'attendait. Pause. Bon retour dans Vengeance familiale cachée. Je m'appelle Mira, j'ai 34 ans. C'est l'histoire de la nuit où ma propre famille a donné la maison que j'avais construite de mes propres mains, et ce que cela leur a coûté. Si vous avez déjà eu l'impression que votre vie appartient à tout le monde sauf à vous, restez avec moi. Laissez un commentaire, et abonnez-vous, parce que ça va empirer avant de s'arranger. La musique s'estompe. Pendant des années, je suis allée chez mes parents chaque réveillon de Noël avec une tarte dans une main et un chèque dans ma poche. Le chèque était pour les factures médicales de mon père, celles qu'il n'avait jamais tout à fait réglées et dont il ne parlait jamais tout à fait. Être gentil avait cessé d'être un cadeau. C'était devenu un travail. Quand quelque chose se cassait, il m'appelait. Quand ma sœur dépensait plus qu'elle n'avait, ça devenait mon problème aussi. Je n'avais jamais dit non. C'était ça, le vrai problème. Cette nuit-là, l'allée était déjà pleine. Le van de ma sœur. La voiture de ma tante. Et de l'autre côté de la rue, un grand camion de location blanc. Je me suis dit que j'étais juste fatiguée, que je voyais des choses. Je n'avais aucune idée qu'à la fin de la soirée, cette maison me semblerait être un endroit où je devrais me défendre. Le dîner a commencé, chaleureux et bruyant, 11 d'entre nous entassés autour d'une table prévue pour 8. Mon père n'arrêtait pas de jeter des coups d'œil à son verre, comme un homme qui tient une carte qu'il a hâte d'abattre. Mon beau-frère s'est penché et m'a demandé, d'un air détaché, si mon condo pouvait être loué à quelqu'un. J'ai répondu que j'en étais propriétaire, donc je pouvais en faire ce que je voulais. Il a simplement hoché la tête, comme si j'avais confirmé quelque chose. J'ai aidé à débarrasser les assiettes, comme d'habitude. C'est en portant cette pile vers la cuisine que la soirée s'est brisée en deux. La cuisine partage un mur fin avec la salle à manger. À travers, j'ai entendu la voix de ma mère, chaude, calme, déjà assurée d'elle-même. Les enfants pourraient avoir chacun leur chambre. Tran pourrait transformer la deuxième salle de bain en atelier. Ils emménageraient après le nouvel an. Ils parlaient de mon condo. De ma lumière du matin. De mon balcon. Puis ma mère a prononcé la phrase que j'entendrai pour le restant de ma vie. Elle n'a pas besoin de tout cet espace. Elle est toute seule. J'ai posé les assiettes lentement, pour ne pas faire de bruit. Mes mains étaient stables, ce qui m'a surprise. Je pensais que je serais en colère. Au lieu de ça, je me suis sentie froide et calme, comme l'air juste avant qu'un orage n'éclate. Voici pourquoi ce condo comptait tant pour moi. Je l'ai acheté à 28 ans, après 10 ans de 2 boulots et de nouilles bon marché. Mon grand-père Walt avait signé pour mon tout premier appartement quand aucun propriétaire ne voulait prendre le risque de me louer. Il m'a donné le seul conseil financier qu'il ait jamais donné. Possède quelque chose qui porte ton nom. Quelque chose dont personne ne peut te déloger par un vote. J'ai acheté le condo seul. J'ai peint chaque mur moi-même. Ma famille est venue le voir, a mangé ma nourriture, a dit des choses gentilles. Et à un moment donné, ils ont commencé à le considérer comme une propriété familiale. Je ne le savais pas. Pas avant de l'entendre à travers ce mur. Mon père s'est levé et a tapé sur son verre. Il a parlé des difficultés de la famille, de l'entreprise de Tran qui s'effondrait, des enfants qui avaient besoin d'une vraie maison. Puis il a dit, lui et ma mère avaient décidé de donner le condo à la famille de Shelby. Tout le monde m'a regardé, parce que bien sûr, c'était à moi. Pendant une seconde, toute la table s'est tue, attendant de voir ce que j'allais faire. Ma sœur pleurait déjà des larmes de joie. Tran avait son bras autour d'elle, et il y avait quelque chose dans ses yeux qui n'était pas de la reconnaissance. C'était plutôt un défi. Mon père a levé son verre. C'est décidé, a-t-il dit, comme si ma propriété n'était qu'un sentiment. Et voici la partie à laquelle je repense encore. J'ai souri. J'ai levé mon verre. J'ai applaudi avec tout le monde. Quel Noël ai-je dit? Parce que je savais que si je me disputais, je deviendrais la méchante. La tante égoïste qui se souciait plus d'un bâtiment que de sa propre famille. Alors j'ai applaudi. Et silencieusement, dans ma tête, j'ai commencé à faire les comptes. Je suis rentrée chez moi en attendant de pleurer. Les larmes ne sont jamais venues. À la place, j'ai fait une liste, c'est ce que je fais quand les choses cessent d'avoir un sens. D'un côté, les chèques, l'aide fiscale, les sauvetages. De l'autre. Ils venaient de donner la seule chose que j'avais construite sans leur aide, et ils ne m'avaient jamais demandé, parce que demander aurait signifié admettre que ce n'était pas à eux. Et je leur avais appris à penser ainsi. Chaque fois que je disais oui sans me battre, j'avais dressé ma propre famille à traiter ma vie comme quelque chose qu'ils pouvaient tous partager. Le lendemain matin, un texto de ma sœur est arrivé avec une photo, et mon café est devenu amer dans ma bouche. Mon neveu et ma nièce, debout devant mon immeuble, pointant mes fenêtres, choisissant leur chambre. Puis un deuxième texto. Pourrais-je avoir les lieux vides pour le 15? Vides. Comme si je leur louais un espace de stockage. Je leur ai donné une chansonnette. Je me suis assise à leur table de cuisine et je l'ai dit clairement. Le condo est à moi,
mon nom est le seul sur les papiers, personne ne m'a jamais demandé. Ma mère m'a tapoté la main et m'a dit de ne pas être égoïste. Elle a dit gentiment, et c'est ce qui a brisé quelque chose en moi. Elle ne pouvait vraiment pas comprendre pourquoi une maison à mon nom n'était pas juste là pour celui qui en avait le plus besoin. La porte n'allait jamais s'ouvrir. Alors j'ai arrêté d'expliquer. Ce soir-là, Tran s'est présenté chez moi sans appeler, maître à ruban à la main, camion de location qui tournait dehors. Il voulait mesurer la deuxième chambre pour des lits superposés. Je ne l'ai pas laissé entrer. La famille a déjà décidé, a-t-il dit. Tu es mise en minorité. Mise en minorité. Dans ma propre maison. J'ai fermé la porte. La seule chose que je regrettais, c'était d'avoir attendu si longtemps pour agir. Cette nuit-là, sur le sol de mon salon, je me suis souvenu d'un email d'un investisseur local nommé Daniel Pruitt, qui avait un jour proposé d'acheter mon appartement. Compton. Sans condition. Toujours valable, avait-il dit, si je changeais d'avis. J'ai enfin compris ce que ma famille pensait que ma maison était, quelque chose qu'ils pouvaient prendre quand quelqu'un était en difficulté. Il n'y avait qu'une seule façon de la rendre pleinement, véritablement mienne. Je devais la rendre à personne. Le lendemain matin, j'ai appelé une avocate en qui j'ai confiance, Priya. Est-ce que quelqu'un pouvait m'empêcher de vendre? Elle a ri. Mira, c'est ta propriété. Personne d'autre n'a son mot à dire. Une vente au comptant propre pouvait être conclue en moins d'une semaine. Puis une autre pièce du puzzle s'est mise en place. Ma société m'avait proposé une mutation à Charlotte. Un meilleur travail, un nouveau départ. J'avais hésité, à cause des chèques, des sauvetages, de ce sentiment que j'étais la colle qui maintenait cette famille ensemble. Assise sur ce sol, le doute a disparu. J'ai failli ne pas le faire, pourtant. Cette nuit-là, j'ai ouvert une vieille boîte de déménagement. Un mortier de diplôme, une photo de grand-père Walt au soleil, le bail doux et usé qu'il avait un jour signé pour moi. Je me suis assise avec un vrai doute. Est-ce que je réagissais de manière excessive? Puis, au fond de la boîte, j'ai trouvé un dossier que je n'avais pas ouvert depuis le jour où j'avais acheté ma maison. Sur la couverture, l'écriture de mon grand-père, à toi. Toujours. À l'intérieur se trouvait mon acte de propriété original. Sur la ligne qui comptait, un nom. Le mien. Seulement le mien. Il avait su, d'une manière ou d'une autre, que quelqu'un essaierait de me dire que ma maison n'était pas vraiment mienne, et il m'avait laissé un mot pour cette nuit précise, 3 ans après sa mort. J'ai pleuré, mais silencieusement. Comme on pleure quand quelque chose prend enfin son sens. J'ai appelé Daniel. L'offre était toujours valable, même un peu plus élevée. Si les papiers étaient en ordre, nous pourrions signer le 30. Les 2 jours suivants ont été les plus étranges de ma vie. En apparence, rien n'avait changé. En dessous, tout bougeait. Ma famille pensait que mon silence signifiait que je me rangeais à leur avis. Ma mère a laissé un message vocal disant qu'elle savait que je ferais ce qu'il fallait. Ma sœur a envoyé une photo de rideau qu'elle avait déjà acheté. Je les ai laissés croire ce qu'ils voulaient. Mon père n'a jamais appelé du tout. Il était tellement sûr que c'était réglé qu'il n'a même pas pensé à prendre de mes nouvelles. Cela m'a dit que je faisais la bonne chose. Le seul appel que je voulais vraiment venait de ma tante Lorraine, celle qui dit toujours la vérité à voix haute. Elle m'a demandé comment j'allais vraiment. La première personne depuis des jours à me demander ce que je ressentais, plutôt que ce que je cédais. Elle m'a dit que mon père appelait tout le monde, pratiquement en train d'inviter tout le quartier à le regarder remettre la clé. Quelque chose ne lui semblait pas juste. Je lui ai demandé si elle serait au dîner. Elle a dit oui. Bien. Parce que ce que j'étais sur le point de faire avait besoin d'un témoin qui connaissait déjà la vérité. La vente a été conclue à 9 heures du matin le 30, dans un petit bureau qui sentait le café brûlé. Cela a pris 40 minutes. Quelque chose qui met 10 ans à construire peut changer de main en 40 minutes, avec un stylo et un tampon. J'y suis retournée une dernière fois, je suis entrée avec une clé qui n'était plus la mienne, et je me suis tenue dans le salon vide que j'avais peint moi-même. Je me suis permis de ressentir la perte. Mais il y a une grande différence entre perdre quelque chose et choisir de le laisser partir. Cet après-midi-là, Tran a envoyé un dernier texto. Camion réservé pour 9 heures, le 1er janvier. Apporte la clé. Pas une question. Un ordre. J'aurais pu sauter le réveillon du Nouvel An. Les laisser se présenter devant une porte verrouillée avec le nom d'un inconnu dessus. Mais ma famille avait fait son choix dans une pièce bondée, exprès, pour que la foule me pousse à dire oui. J'ai décidé que la vérité méritait exactement la même foule. Le dîner du Nouvel An était encore plus grand que celui de Noël. Des guirlandes, le bon champagne, la moitié du quartier invité pour regarder mon père être généreux avec ma maison. Une fois les assiettes débarrassées, il s'est levé, a tapé sur son verre, et a tenu une clé en laiton sur un ruban comme un prix. Il a annoncé que la famille de Shelby aurait enfin une vraie maison. Il m'a regardé droit dans les yeux quand il a dit cadeau, me défiant de réagir. Puis, les mêmes mots qu'à Noël, c'est décidé. La pièce a éclaté en applaudissements. Tout le monde s'est tourné vers moi, attendant que la gentille tante sourie et joue le jeu une fois de plus. Je me suis levée à la place. J'ai gardé une voix calme, c'était tout le plan. J'ai laissé les applaudissements s'estomper, jusqu'à ce que la pièce devienne curieuse et se taise. Avant que quiconque ne s'installe trop confortablement, ai-je dit, il y a quelque chose que vous devez tous savoir.
J'ai posé 2 feuilles de papier sur la table, juste à côté du champagne. Mon acte de propriété. Et un relevé de clôture, daté du 30 décembre, signé et tamponné. On ne peut pas donner quelque chose qui ne vous a jamais appartenu, ai-je dit. Le condo était à moi. Et il n'est plus à moi non plus. Je l'ai vendu il y a 2 jours. Mon père a pris le papier, et j'ai vu ses yeux descendre jusqu'à la date, les signatures, et le mot qui concluait tout, vendu. Son visage est devenu pâle. Tran a posé la clé en laiton sur la table avec un clic qui a soudainement semblé plus fort que tout le reste dans la pièce. Tran a explosé le premier, criant que j'avais ruiné sa famille, que ses enfants avaient déjà choisi leur chambre. Shelby a pleuré de vraies larmes, les laides. Mon père a crié que c'était une affaire de famille, que je n'en avais pas le droit. J'ai attendu une accalmie dans les cris, puis je leur ai rendu leurs propres mots. Vous avez dit à tout le monde que je n'avais pas besoin de tout cet espace, ai-je dit doucement. Que je n'étais que moi. J'ai laissé planer. Eh bien, maintenant, personne ne l'a. Toute la pièce est devenue silencieuse. C'est ma mère qui a finalement réussi à me toucher. Pas avec de la colère, avec une vraie confusion. La main sur la bouche, les yeux humides, elle a dit « Mais ma chérie, j'ai toujours pensé que tu allais bien. » La voilà. Toute l'histoire, en une phrase, sans méchant du tout. Juste des années d'hypothèses silencieuses. Elle avait décidé que j'allais bien, il y a si longtemps, que c'était devenu le sol sur lequel tout le reste était construit. C'était le problème, maman, ai-je dit doucement. Tu as décidé que j'allais bien, alors ma vie entière est devenue quelque chose que tu pensais pouvoir donner. Je lui ai dit que je l'aimais. Je le pensais. Et je lui ai dit que la banque était fermée. Pas par colère. Juste simplement et définitivement. J'ai remis mes papiers dans le dossier, parce qu'ils étaient à moi, comme tout ce que j'avais gagné. Puis j'ai dit à toute la table, les cousins, les voisins, tous ceux que mon père avait invités à le regarder être si généreux avec ma maison, que l'argent de la vente était à moi, que j'avais pris un nouveau travail dans une autre ville, et que je serais partie dans la semaine. J'ai posé ma clé de secours de la maison de mes parents sur la table, juste à côté de la clé en laiton de Tran. Je pense que vous pouvez tous vous débrouiller à partir de maintenant, ai-je dit. J'ai remercié ma mère pour le dîner, parce qu'elle l'avait quand même cuisiné. Puis je suis sortie. Au moment où j'atteignais la porte, j'ai entendu la voix de tante Lorraine derrière moi, claire et ferme. Elle a raison, vous savez. Je me souviens quand elle a acheté cet endroit. Aucun de vous ne l'a aidé. C'était le témoin que j'étais venu chercher. Je suis partie pour Charlotte le lendemain matin, le soleil levant dans mon dos. À midi, mon téléphone affichait 79 appels manqués. Les messages de Tran sont passés de la colère à la supplication, puis de nouveau à la colère. Ma sœur a envoyé de longs textos en larmes sur le cœur brisé de ses enfants, sans jamais mentionner qu'elle avait prévu de prendre ma maison sans me demander. Mon père a appelé 4 fois et n'a laissé aucun message, parce que mon père ne dit pas désolé. Il attend que le monde revienne à lui. Cette fois, ce ne serait pas le cas. Le dernier message vocal de ma mère était le seul que j'ai écouté 2 fois. S'il te plaît, rappelle-moi, ma chérie. S'il te plaît. Je me suis permis de ressentir à quel point je l'aimais. Et je n'ai toujours pas rappelé. Pas encore. Peut-être pas avant longtemps. Le seul message auquel j'ai répondu venait de tante Lorraine. Tu as fait ce qu'il fallait, et je suis fière de toi. Ne les laisse pas te dire le contraire. Voici comment ça s'est terminé. La famille de Shelby n'a jamais eu le condo, parce qu'il n'y avait plus de condo à avoir. Tran a dû payer des frais pour annuler un camion dont il n'avait plus besoin. Mes parents ont dû expliquer à chaque cousin et voisin à qui il s'était vanté que le grand cadeau avait disparu, parce qu'il n'avait jamais vraiment été le leur à donner. Et pour la première fois depuis des années, quand quelque chose dans cette famille allait mal, mon téléphone ne sonnait pas. Je ne me suis pas sentie gagnante, pour être honnête. Je me suis sentie calme. Comme quelqu'un qui avait enfin cessé de vider l'eau d'un bateau qui n'était jamais le sien, et qui avait mis le pied sur la terre ferme. S'il y a une chose que je veux que vous reteniez de tout cela, je le dirai clairement, comme mon grand-père me le disait, aimer sa famille ne signifie pas la laisser dépenser votre vie comme de la petite monnaie. Vous avez le droit de posséder quelque chose sur lequel personne d'autre n'a son mot à dire, à commencer par vous-même. Le torchon dans cette cuisine. Le toast avec ma maison dedans. La clé en laiton. 79 appels auxquels je n'ai jamais répondu. Si vous avez déjà été la personne fiable, celle sur qui tout le monde compte mais que personne ne vérifie, laissez cela être votre signe pour découvrir à qui appartient vraiment votre propre vie. Dites-moi dans les commentaires où vous avez enfin tracé la ligne. Et si cette histoire vous a touché, abonnez-vous et restez avec nous.